Mes chers amis, je fais une interview totalement surprise, inattendue, dans un pays hostile qui s'appelle la Belgique. Mais non. À Bruxelles, j'interviewe Anne-Sophie Pelletier qui est députée européenne et elle est députée du groupe LFI. Et en fait, Non, je suis plus groupe LFI. alors elle va nous expliquer ça. Et au milieu des chats et des chiens, elle va me dire les malheurs que l'équipe LFI lui fait parce qu'ils sont tout à fait intéressants. Qu'est-ce qui s'est passé, Anne-Sophie ? Il s'est passé que je suis arrivée au Parlement européen en 2019 après l'élection européenne et après la grève et après un livre, et que en tant que syndicaliste, ancienne syndicaliste et femme de terrain, puisque j'étais aide médico-psy dans ces EHPAD, je me suis dit ce combat pour la dignité des gens, je vais le continuer au Parlement. C'était ça mon but, continuer le combat pour la dignité des gens. Et donc je suis élue sur la liste de la France Insoumise. Et ça commence pas très bien dès les premiers moments en fait. Quand vous avez des remarques du style parce que vous êtes une AMP, hein, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Il faut dire AMP, ça veut AMP, dire quoi ? aide médico-psy. C'est pas ampère, c'est aide-soignante, c'est le même niveau qu'aide-soignante avec des formations supplémentaires sur tout ce qui est troubles cognitifs. Mais je vais vous poser une question indiscrète, Anne-Sophie. Comment on fait pour devenir député européen LFI ? C'est un travail de militantisme. Il faut cirer les pompes, dire à Sofia Chikirou qu'on l'adore, qu'elle est la meilleure. On fait comment ? Parce qu'en plus vous êtes franc-comtoise. Oui. Donc pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, c'est dans l'est de la France. C'est l'une des régions les plus froides de France. Personne n'y va jamais. Si. Et voilà. Et comment on fait quand on est aide médico-psychologique en Franche-Comté pour être à un moment donné propulsé sur une liste LFI ? Après la grève, on avait eu la visite de Florence Aubenas, vous savez, cette journaliste, qui m'avait dit Anne-Sophie, maintenant que vous avez gagné la grève, qu'est-ce que tu veux faire ? Je lui dis, je sais pas, peut-être me présenter pour défendre les gens, mais à un plus haut niveau, parce que crier dans la rue, ça suffit pas. Et mon époux m'avait dit, tu sais, amour, si tu veux, l'amour, toujours l'amour. Si tu veux changer les choses, il faut changer les lois. Et donc, j'ai continué, j'ai écrit un livre, j'ai posé les mots en mots, et puis arrive la France Insoumise, parce qu'ils étaient venus nous voir sur le piquet de grève pendant 2017, on était en pleine présidentielle et législative, et c'était les seuls, vraiment sur ce coup-là, c'était les seuls qui n'avaient pas utilisé notre combat pour en faire une propagande politique. Donc je trouvais ça plutôt cool et plutôt honnête. Les autres, ça n'avait pas toujours été ça. Et donc je me lie d'amitié avec des gens de la France Insoumise sur Dole. Et puis arrive la possibilité de déposer ses candidatures. Et puis ce que m'a dit Florence Aubenas et ce que m'a dit mon époux me reviennent en tête. Si tu veux changer les choses, change les lois. Et je le dis, mais quand je m'en souviens, c'est avec émotion, parce que ici, dans cette maison, on fait les choses en famille. C'est-à-dire qu'on parle tous ensemble de ce que va faire papa, maman ou même les enfants. On en parle tous ensemble, c'est une discussion familiale. Et je me souviens de cette discussion qu'on a eue où comme deux cons, pardon, mais mon amour et moi sur le canapé, on était émus en appuyant sur ce bouton, envoyer sa candidature. Et c'est comme ça que ça marche. Et après... C'est beau l'amour. Et après ça c'est moi j'ai eu des dédicaces à faire, la campagne s'est montée, et j'apprends que je suis en 5e place, donc en éligible. Ce qui était une bonne opération. Oui. Pourquoi ils vous ont mis en 5e place alors que vous n'étiez pas militante ? Mais ça avait besoin, je pense, d'une caution sociale. J'étais la caution sociale, la caution précaire. J'étais cette caution-là. Et j'avais été élue personnalité de l'année dans le Jura, en plus. Donc, à l'époque, même Le Monde avait titré sur notre grève. C'est comme ça qu'ils ont appris tout ça. Et ils m'ont mis en 5e place, qui était inespéré, inattendu. Et je pourrais que les remercier, parce que même si c'est difficile le Parlement, et même si ce que j'y ai vécu est dur, c'est une expérience exceptionnelle. J'ai fait des belles choses au Parlement. J'ai défendu des beaux projets, des beaux dossiers. Et donc, je fais les réunions publiques. La campagne, elle est assez rude parce qu'on ne se voit pas tellement entre candidats en plus. On est un peu éparpillés partout. Elle est rude aussi parce que financièrement, nous, après la grève, j'ai fini au Secours Populaire avec mon époux. On vivait avec les acédiques de mon mari à 1 000 € par mois.
difficile de demander à la LFI de me payer à bouffer. Ils ont refusé pour que je mange. Donc clairement, c'était une situation compliquée. Enfin, mon époux, il faisait les courses pour la marque Aldi. Il achetait un paquet de pâtes à 75 centimes pour 4 par jour, pour que maman elle puisse savoir de quoi ça c'était un sandwich. Donc c'était dur. On a appris ce que c'était que de vivre sans rien. Et c'était pourtant passionnant aussi d'un autre côté, parce que je rencontrais des gens merveilleux, des militants merveilleux. Et ça, c'était pendant la campagne. Ça, c'était pendant la campagne. Pas, une fois que vous êtes devenu. Une fois que je suis devenue députée. On s'achète plus des pâtes à 75 centimes. Non. On commence par faire des cadeaux à ses enfants et à son mari. Vraiment. Alors vous lui avez offert quoi? Un amour? Oh, je ne me souviens plus. Ah bah, je crois que c'est un ordinateur. Ah bah, si, je crois. Un ordinateur à chaque enfant, et moi je crois qu'elle avait eu une Switch. C'était promis, voilà. Et je pense que mes enfants et mon époux, ils ont eu aussi à vivre la campagne. Ils ont eu aussi à vivre la campagne. Donc nos enfants, ils n'ont pas demandé de fringues, ils n'ont pas demandé des trucs, ils n'ont rien demandé pendant la campagne. Rien. Ils allaient juste à l'école et maison. Mais bon, continuons sur le Parlement. Continuons sur le Parlement. J'arrive au Parlement. Vous arrivez au Parlement, et qui est le chef de groupe à ce moment-là? Manuel Bompard. Donc on voit le regard un peu tombant, Manuel Bompard est quelqu'un de très dur. Ouais. Aucune émotion. Et vous avez, en tout cas moi, mon ressenti, et peut-être aussi, même si je n'ai pas le droit de poser de diagnostic, puisque je ne suis qu'une aide médico-psychologique, mais il y a quelque chose chez lui qui n'est pas de l'ordre du normal. On ne peut pas avoir d'émotion ni d'humanité à ce point, ça n'est pas possible. C'est quelqu'un de très très dur. Et, non mais vous dites ça parce que vous ne connaissez pas le trotskisme et que vous ne connaissez pas la culture dont Bompard est issu, qui n'est pas une culture de la tendresse, mais c'est la politique aussi d'être dur. Oui, mais c'est de la politique aussi que d'être pas trop dur et qui permet de garder des émotions, ce qui montre qu'on n'est pas des robots. C'est aussi ça la politique. C'est aussi ça dont les gens ont envie. Parce que si vous êtes comme des robots sans aucune émotion, sans rien, bien alors vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous allez écouter quelqu'un, vous allez lui faire croire que vous l'avez écouté, puis en fait vous vous en moquez. C'est pas ça. Moi je suis soignante à la base. Je suis soignante, je peux être politique, je suis soignante. Et je ne peux pas accepter qu'on ne puisse pas avoir plus de bienveillance, quel que soit le courant politique dans lequel on est. Je ne peux pas accepter ça. Et quand je suis rentrée dans cette équipe, parce que je l'ai vu comme ça en fait, j'étais coprésidente de l'équipe du rugby au Parlement européen. Et au rugby, vous portez le même maillot. Au foot, c'est pareil, vous avez le même maillot. Ça veut dire que vous êtes dans la même équipe. Et vous ne faites pas de coups bas à vos collègues. Vous ne faites pas de coups bas à vos coéquipiers. Au rugby, c'est toute l'équipe qu'on emmène gagner. Au foot, c'est toute l'équipe. Et dans tous les sports, c'est toute l'équipe qu'on emmène gagner. Donc moi, j'y suis allée. Alors certainement la fleur au fusil, oui. Mais pour moi, j'avais le même maillot. C'était inconcevable dans ma tête qu'on puisse avoir des gens si durs en face de soi dans votre propre équipe. Alors, quand vous dites des gens aussi durs, concrètement, à part le sentiment que Manuel Bompard est un personnage très froid ou très détaché, on va dire ça, des émotions, il se passe quoi humainement dans le groupe LFI Quand j'arrive au Parlement le premier jour, Manon Aubry me dit ne t'inquiète pas Anne-Sophie, si tu connais pas l'anglais, je vais te le traduire. Ben, je vais répondre parce que je suis une aide médico-psy, hein, mais j'ai un peu d'études aussi derrière quand même, d'accord. Et je lui dis, t'inquiète pas Manon, hein. Si tu comprends pas l'allemand, je le parle couramment, je peux te le traduire. Ben, évidemment, ça plaît pas. En fait, la caution précaire, elle est pas si con que ça. Elle a peut-être plus de connaissances qu'on ne le pense. Un peu plus de culture aussi qu'on ne le pense. Et tout est fait, en fait, comme si vous reviviez du mépris de classe. Et ça vous a surprise? Oui. Pendant la campagne, vous n'aviez pas perçu que LFI est aussi... Non, parce que j'ai fait la campagne presque toute seule. J'étais toute seule dans le train. Je voyais juste les autres candidats de temps en temps sur un meeting ou des choses comme ça. Mais non. J'ai vécu du mépris de classe. Alors, quand on parle des gens précaires, quand on se bat pour les gens précaires, quand on n'arrête pas à vociférer toute la journée sur... Et c'est vrai, les gens peuvent plus payer leur électricité, l'inflation, tout ça. Mais que dans vos propres camps, les anciens précaires, vous les traitez comme ça, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent à un moment donné. Il faut se cacher. Vraiment, il faut se cacher. Parce que
On se demande juste s'ils ont une conscience. Je sais pas, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Elle m'a élevée avec des valeurs de respect de l'humain, de respect du vivant, du bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Ces gens ne savent pas dire bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir. Ils ne savent pas dire ça. Mais ces gens, c'est qui? La délégation France Insoumise au Parlement européen. Dans son Moi, Manon Aubry, elle a son bureau à côté du mien au 7e étage. Je crois qu'en 4 ans, elle a dû me dire bonjour 2 fois. Mais parce qu'elle ne vous croisait pas pour le reste du temps ou Si. Ah si, ben, elle vous passe devant, elle ne vous dit pas bonjour. Elle prend l'ascenseur avec vous, elle dit pas bonjour. Il y a des militants qui m'ont même dit, mais c'est pas possible, elle dit jamais bonjour. Alors toujours très occupée, évidemment, vous savez, sur les portables, les machins, les trucs super occupés. Ça coûte quoi un bonjour? Pendant les réunions qu'on faisait pour se mettre d'accord sur les votes, par exemple. On vous écoute pas. Ton avis compte pas. Bah non. C'est de l'ostratisation pendant 4 ans. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous ayez été surprise. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris que les filles fonctionnaient sur un principe militant qui n'est pas celui d'une démocratie. Ah mais là, on n'est pas dans du militantisme, là. C'est quelque chose de très vertical. Mais là, on est même... le chef dit à des sous-chefs qui disent... Mais on n'est même pas dans du militantisme, là, Eric. Vous savez lesquels dans ce groupe politique sont les plus valeureux? Ce sont les militants. C'est eux les plus valeureux, en fait. C'est eux qui donnent corps et âme pour ce parti. Enfin, ce mouvement, pardon. Mais vous croyez que les autres, ils sont valeureux? Vous croyez que les députés européens sont valeureux? Moi, je pense qu'il y a des bureaucrates. Moi, je suis partie de ceux qui disent que les filles aiment la bureaucratie et veulent transformer la France en une bureaucratie. Moi, je ne suis pas surpris, mais... Ben, vous êtes gentil parce que moi, j'ai peur qu'ils la transforment en Staline. C'est à peu près la même chose. Et concrètement, donc, qu'est-ce qu'ils vous reprochent puisque vous avez été exclu du groupe? Oui, il y a 15 jours. C'est quoi le processus qui mène à être exclu du groupe il y a 15 jours? Alors, le processus qui mène à être exclu du groupe, c'est un processus fallacieux où, justement, on parlait des pratiques antidémocratiques de la LFI. Moi, j'ai appris mon exclusion par un mail. J'ai pas eu de réunion avant. Donc, il n'y a pas eu d'audition, d'audience, rien, de droit de la défense? Rien, pas de contradictoire. 0. 18h09, je reçois un mail de Leila Chaibi qui me dit « Voici la décision que nous avons prise, tu es exclu. » Et mais il y a un motif dans cette... Harcèlement, agressivité envers 13 collaborateurs. Alors, est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que vous avez harcelé 13 collaborateurs? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. J'ai un collaborateur qui a eu des pratiques dans mon bureau qui étaient particulièrement désagréables et violentes. Donc j'ai décidé de le licencier. Ça veut dire quoi, des pratiques désagréables et violentes factuellement? Ben, quand on vous dit que vous êtes une aide-soignante toute la journée et que vous n'y connaissez rien parce que vous n'avez pas fait Sciences Po. Quand on lève la main sur son député, c'est normal? Lève la main, c'est-à-dire physiquement? Oui. Le frapper? Oui. Comment ça s'est passé, ça, C'était à l'époque, on ne votait pas en plénière. Parce qu'il y avait le Covid, donc on votait dans nos bureaux, sur les ordinateurs. Et donc on a des feuilles de vote, et là, mon assistant me donnait des positions de vote. Sauf qu'à un moment donné, il faut le préciser, donc, un député européen ne vote pas ce qu'il veut, a priori, on lui dit ce pourquoi il doit voter. Parce que les gens ne le savent pas. On lui dit que ça serait bien de voter comme ton groupe, ça serait bien de voter comme ton parti. Et moi, je ne comprends pas ce que je vote à ce moment-là. Je comprends pas. Et je dis, mais je comprends pas. Et c'est le dernier vote de la soirée. Et je votais pas assez vite. Donc il me pousse ma chaise comme ça, là. Donc je me prends un coup dans la poitrine. Et j'ai tout figé et j'ai dit stop, là on arrête là. Ça intervenait dans un climat c'était systématique. Enfin, la tension existait, l'agressivité existait. Tout le temps. C'était. Un jour je lui dis, tu sais, quand vous envoyez un mail de ma boîte mail de député, vous l'envoyez à quelqu'un d'autre. Il a écrit Anne-Sophie Pelletier. Donc s'il vous plaît, si vous pouviez signer le mail de la personne qui l'envoie, comme ça, c'est pas pour vérifier, c'est que comme ça, je me dis, bah tiens, c'est un tel ou un tel qui l'a envoyé pour moi pour répondre à quelqu'un. Il m'a répondu, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ta boîte mail, il n'y a pas de sujet. Et ça, c'est un mode de fonctionnement classique chez LFI? J'en sais rien, je les connaissais pas avant. J'en sais rien.
Donc je veux licencier ce garçon. Il faut savoir que c'est pas moi qui l'embauche directement, c'est le Parlement. Qui l'avait choisi? Moi, sur conseil de la délégation. Et donc je donne les preuves au Parlement. Et pourquoi vous l'aviez choisi? Parce qu'au départ, quand on est arrivé, on a une jeune femme de l'Assemblée nationale qui est montée au Parlement pour nous proposer des CV. Et donc, je me souviendrai qu'elle disait ne payez pas vos assistants trop cher, sinon ça va faire un appel d'air par rapport à l'Assemblée nationale. Mais ça veut dire quoi, pas payer des gens trop cher? C'est quoi, en fait? Parce que quand on est assistant parlementaire, c'est un métier qui n'est pas non plus évident. Et normalement, quand on n'a pas des députés comme moi, on travaille énormément. Parce que moi, mes assistants, c'est assez clair. Ils commençaient le lundi à 14h et terminaient le jeudi midi. Voilà. Et celui dont je parle depuis tout à l'heure était payé à peu près 5 000 € net. Et il ne fallait pas le déranger après 18h ou 19h. Et pas avant 9h30 le matin. Donc, je pense que je suis une des seules députées qui n'a pas dû abuser du temps. Et en plus, je prenais en charge tout leur repas le midi. En avantage en nature. Parce que quand j'ai embauché des gens, je me suis dit, c'est des jeunes, tu sais pas ce qu'ils feront dans 5 ans, permets-leur de mettre des sous de côté. Parce que toi, on t'a pas donné cette possibilité-là. Donc paye-les correctement et permets-leur de mettre des sous de côté. Et donc, cet assistant, je décide de le licencier et là, je me prends une procédure en harcèlement. Et ça a duré 18 mois, je suis blanchie par le Parlement. Alors, une procédure en harcèlement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le groupe LFI? Non, c'est le Parlement. Le Parlement? C'est le Parlement qui dit qu'il y a une plainte en harcèlement. Donc l'assistant emmène ses deux collègues avec lui, professionnel. emmène ses 2 collègues avec lui et elles font une procédure en harcèlement. Ça dure 18 mois. Le Parlement m'auditionne, a enquêté partout, a réauditionné des assistants. Au bout de 18 mois, je suis blanchie. Je n'ai pas harcelé d'assistant. Je suis blanchie. J'ai un courrier du président du Parlement, feu le président Sassoli, qui dit « Madame, il n'y a pas de harcèlement. On peut vous conseiller de faire une formation en management, mais il n'y a pas de harcèlement. » Et dans les couloirs, ce qu'on me disait, c'est que j'étais trop gentille, trop bienveillante et trop maman. Trop soignante, quoi. Trop soignante. Et donc l'AFI s'est servi de ça pour m'exclure en disant qu'il y avait eu 13 assistants harcelés, alors que c'est pas vrai. Alors comment on passe de 3 assistants auditionnés par le Parlement à 13 assistants? Parce qu'ils ont compté les fins de contrat dedans. Moi j'ai eu des gens en contrat avec une fin de contrat que je ne veux pas forcément renouveler. Bah ça arrive, hein, ça s'appelle un CDD, hein, ça arrive à n'importe qui. Donc ils ont compté ces gens-là. Ils ont compté des gens qui ont trouvé des autres jobs et qui ont démissionné parce qu'ils ont trouvé un autre job, ça arrive aussi. Et ils ont compté, je compte en même temps, c'est tout en fait. Mais quand ces gens-là, donc qui n'étaient plus au service de LFI, ils ont... Non, ils n'étaient plus au service du Parlement, Parlement. Ils ont témoigné a posteriori en disant, ou ce qui vous est reproché, c'est d'avoir eu 13 collaborateurs. Personne n'a témoigné. Personne n'a témoigné a posteriori. Là aujourd'hui, il n'y a pas de plainte en harcèlement au Parlement me concernant. Il n'y a rien. Et donc en fait, c'est un jugement interne, sans contradictoire, avec aucune plainte en harcèlement derrière. Comment vous expliquez du coup cette mésentente, comme on dit en droit du travail, entre LFI et vous, qui justifie que la ligne vous exclut? La ligne LFI ne m'a plus convenu à partir de l'affaire d'Adrien Quatennens. J'ai fait un discours en plénière où c'était sur les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, où je parle de la relève féministe qui avait beaucoup œuvré dans l'affaire Quatennens en dénonçant le fait que les filles pratiquent comme ça. Et puis je n'étais pas d'accord sur le vote concernant le Hamas. J'ai qualifié le Hamas de terroriste. Redites-le parce que j'ai parlé en même temps ça. J'ai qualifié le Hamas de terroriste. Et ça, c'est quelque chose qui est les consignes de politiquement important. Les consignes de vote étaient de voter contre. J'ai voté pour. Oui, c'est, je pense, une des causes majeures de mon éviction, oui. Clairement. Mais
Vous allez peut-être encore me trouver naïve. Mais j'avais pas envie d'être sur la liste LFI pour repartir pour le prochain mandat. J'ai pas envie en fait, je sais même pas si j'ai envie d'être élue. J'en sais rien du tout. Je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais à quel moment on détruit quelqu'un en détruisant sa réputation, en détruisant son intégrité. Parce que qu'il se soit attaqué à moi, au nom Pelletier, Anne-Sophie Pelletier, ça arrive. Mais ça touche pas que moi. Ça touche mes enfants. Ça touche mon époux. Ça peut toucher ma belle famille. On a reçu des menaces de mort depuis leur communiqué. Donc c'est pas que moi que ça touche. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire en fait? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire si mes beaux-parents un jour au marché, ils se font attraper? Oh bah dis donc, ta belle-fille, hein, Pelletier. Qu'est-ce qu'ils ont fait mes beaux-parents? Qu'est-ce qu'ils ont fait mes enfants qui sont à l'école? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais concrètement, est-ce que depuis un an, depuis l'affaire du Hamas... Ah non, c'était le 7 octobre le Hamas, ça fait moins d'un an. On a voté le... qu'il y a eu l'affaire Quatennens, qui on a voté l'ancienne. On a voté le Hamas le 19 octobre. Mais donc vous nous dites Quatennens, j'étais mal à l'aise, donc ça, il y a une certaine ancienneté. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné des propos je ne les voyais pas. De Bompard? Ah non, il n'était plus là, Bompard, il était élu député national. Mais est-ce que Manon Aubry a dit, écoute, si tu nous mets en position difficile, ça va être compliqué de coexister. Est-ce qu'il y a des avertissements qui sont lancés? Non. Rien, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Ça veut dire quoi que vous ne les voyez pas? Mais je les vois jamais. Je les vois quand je les croise dans un ascenseur, il n'y a pas de réunion. Moi, ou s'il y a des réunions de délégation, je ne suis pas invitée. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas du tout. Et par exemple, Manon Aubry, elle ne vient jamais vous voir en disant faire un bilan, une analyse, une discussion, un café. En 4 ans, pas une seule fois. Cigarette. Pas une seule fois. Comment ça s'explique cette inhumanité du fonctionnement d'un parti qui se réclame de la dignité, etc. Comment vous l'expliquez? Même moi, j'arrive pas à le comprendre. Alors pour vous l'expliquer, je sais pas comment je pourrais faire. Faut leur demander. Même moi, je ne comprends pas. Alors oui, on peut me trouver peut-être naïve, c'est ça la politique, c'est de la politique, c'est... Mais en fait, je préfère rester qui je suis. Certes, peut-être avec de la naïveté. Mais en tout cas, maintenant, je me suis aguerrie. Ça, c'est évident. Mais ça m'empêchera pas de rester qui je suis et de rester quelqu'un de bienveillant. Et de croire, en fait, qu'il peut y avoir des politiciens qui sont bienveillants, qui sont gentils et qui s'intéressent vraiment aux gens. Parce que c'est ça dont les gens ont besoin aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de gens hautains qui ne connaissent rien à leur vie. Ils ont besoin de gens avec des émotions, parce que les gens ont des émotions. Vous n'avez pas d'émotions, vous? Ça vous arrive pas d'être en colère? Ça vous arrive pas d'être triste? Ça vous arrive Jamais. pas? Ah. Je suis d'une parfaite égalité d'humeur, tout le monde. Tous ceux qui travaillent avec moi le savent. Et les gens c'est pareil en fait. Ils n'ont pas envie d'avoir des robots en face d'eux. Ils n'ont pas envie. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'occupe de la vie du groupe? Non. Ou alors je ne sais pas. Mais moi je ne l'ai jamais vu. Est-ce que Bompard continue à intervenir dans la vie du groupe? Je pense en sous-main, oui. Mais vu mes relations avec Bompard, je ne serais pas mise au courant. Aujourd'hui, vos objectifs, c'est quoi, Anne-Sophie? Ben déjà, j'ai encore plein de dossiers à finir pour le mandat. Et des beaux dossiers. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais cette expérience au Parlement, elle est quand même incroyable. J'ai réussi à faire passer un rapport sur l'égalité des droits pour les personnes en situation de handicap. Et dans ce rapport, on parle de la stérilisation forcée des jeunes femmes pour aller en instituts médico-sociaux. Et le rapport d'après, on a réussi à ce que la stérilisation forcée soit un crime européen. Vous voyez, ça c'est des beaux combats. Ça, je ne veux pas renier tout ça. C'est une expérience incroyable. Quand vous parlez de l'amiante, vous parlez du textile durable, vous parlez... Puis, j'avais 4 commissions, donc je passais d'une commission à l'autre, il fallait switcher. Et c'est passionnant. J'ai traité de sujets passionnants. Et trop peu connus des gens. Parce que l'Union européenne, elle décide de beaucoup de politiques qui arrivent en France après. C'est la première étape. Et c'est vraiment passionnant. Alors qu'est-ce que je vais faire? Déjà, j'ai des beaux dossiers à terminer. Peut-être un rapport sur l'amiante, je ne sais pas, on verra s'il arrive. Des rapports sur les allégations vertes aussi dans le marché intérieur qui sont très intéressantes. Ça veut dire que les gens ne pourront plus vous dire si vous achetez ça, c'est bon pour la planète, alors que c'est pas sûr que ce soit bon pour la planète. Et puis après, on verra. On verra.
Bon, alors, élection européenne ou pas? On verra, je sais pas. Je sais pas. Bon, je suis sûr qu'on reparlera. Évidemment, le courrier va se faire un plaisir de suivre cette aventure parce que le courrier soutient une liste aux européennes citoyennes. Et évidemment, nous, ça nous intéresse de voir comment on peut faire de la politique autrement. Donc j'espère qu'on pourra... Oh, bah avec plaisir, avec grand plaisir. Parce que les gens ont besoin qu'on fasse de la politique autrement. Vous savez, ils ont besoin de politiciens qui ont des cœurs, pas des robots. Parce qu'à partir du moment où on devient un professionnel de la politique, alors faut arrêter. Bon, on remercie aussi Sacha. Qui a aboyé pendant toute l'interview. Le français qui a mis un fond sonore. Et puis à bientôt Anne-Sophie. À bientôt.